Et là, j'ai commencé à avoir des draps blancs. C'est-à-dire que là, on était vraiment sur la scène de crime qui fait quasiment 2 km. Sur le coup, je me demande ce que c'est, et puis je réalise en fait que ouais, c'est les cadavres qui sont sous ces sortes de linceuls un peu de fortune. Et je me souviens que le premier choc un petit peu que j'ai pris dans la tête, c'est d'avoir vu des tout petits draps, en fait, des draps de 80 cm, 1 mètre. Et là, bon, voilà, là, on percute que, oui, il y a des gamins qui sont morts, qui ont été écrasés, massacrés par ce terroriste. Et là, voilà, là commence un peu le travail un petit peu dur humainement. Moi, je la prends vers 22h40, 22h45, parce qu'en fait, Bruno, un collègue de la Provence d'Avignon, m'appelle et me dit écoute, t'as pas un truc vers Nice, ça a l'air de bouger. Donc moi, je rigole un peu, je dis t'es au courant que c'est pas ma zone quand même, Nice. Bon, dans un premier temps, on n'a pas du tout pensé à un attentat. Moi, je pensais à un accident voilà, dramatique, vraiment quelqu'un peut-être d'alcoolisé, qui aurait perdu complètement le contrôle et qui serait rentré dans la foule. Je passe un coup de fil quand même à un haut gradé marseillais, je commence à regarder sur le site des collègues de Nice Matin, je vois que quand même ils ont déjà un peu des photos du camion, qu'il y a des blessés, sans doute des morts. Et puis ce haut gradé marseillais finit par me rappeler, parce que lui-même était au milieu de pas mal de coups de fil évidemment, parce que ça s'est vite excité jusqu'à Marseille. Et il me dit j'ai pas encore de bilan, mais c'est un carnage. Malheureusement, on est sur quelque chose de très grave, quoi. Donc là, on décide de rapidement d'y aller. Je pars avec Thierry Garot, qui était le chef du service photo, quelqu'un de très expérimenté, qui connaît bien Nice. Et donc on roule, on prend la voiture, on roule pendant 2 heures. Et en fait, ce qui a été dur pendant ce trajet, c'est que toutes les 10 minutes, en fait, il tombait 10, 12, 15 morts de plus. Donc on passait à 10, à 20, à 30, à 40 morts, on commençait à parler d'enfants. On avait l'impression que ce trajet allait jamais s'arrêter, que ce décompte allait jamais s'arrêter, c'était assez invraisemblable. Et j'ai surtout le souvenir de quand on arrive vers Nice, à un moment donné, l'autoroute fait une sorte de dos comme ça, et on voit vraiment la promenade des Anglais. Et là, il y avait vraiment juste une enfilade de lumière bleue, rouge, blanche, de gyrophares en fait, qui tournaient, les pompiers, les ambulances, les SAMU, les flics évidemment. C'était vraiment hallucinant. Au final, on a réussi à se garer un peu loin de toute la scène de crime. Et il a fallu quasiment 1/2 heure, 3/4 d'heure pour commencer à accéder à peu près à l'endroit où ça s'est passé, quoi. J'ai vu le camion arriver vraiment très très vite. Je pense qu'il roulait facilement à 100 km/h. C'est arrivé très vite. J'ai eu à peine le temps de lever les yeux qu'il était sur nous. J'ai vu des gens se faire écraser. On arrive vers 1 heure, 1h30 si mes souvenirs sont bons. Et je me suis dit, on va arriver dans un truc mais apocalyptique. Et en fait, pas du tout. La ville était de façon assez flippante, totalement silencieuse. Il n'y avait pas un bruit, mis à part évidemment les gyros et puis les camions de pompiers qui passaient. Et donc l'ambiance était surnaturelle parce qu'on avait l'impression que finalement il s'était rien passé alors qu'on avait vécu sans doute un des pires attentats avec le Bataclan qu'a connu la France. Déjà la promenade était absolument inaccessible, c'est-à-dire que toutes les rues perpendiculaires étaient vraiment verrouillées par les CRS, les gendarmes mobiles, toutes les forces de l'ordre que pouvait compter la région. Il y a juste un moment où je me souviens que j'ai vraiment réussi à percer un petit peu ça en disant au type, on est journaliste, faut qu'on puisse voir un peu quand même ce qui se passe, qu'on puisse comprendre. Et là, j'ai commencé à avoir des draps blancs. C'est-à-dire que là, on était vraiment sur la scène de crime qui fait quasiment 2 km. Sur le coup, je me demande ce que c'est, et puis je réalise en fait que ouais, c'est les cadavres qui sont sous ces sortes de linceuls un peu de fortune. Et je me souviens que le premier choc un petit peu que j'ai pris dans la tête, c'est d'avoir vu des tout petits draps, en fait, des draps de 80 cm, 1 mètre. Et là, voilà, là, on percute que oui, il y a des gamins qui sont morts, qui ont été écrasés, massacrés par ce terroriste. Et là, voilà, là commence un peu le travail un petit peu dur humainement. Et puis, à un moment donné, j'ai un appel d'une attachée de presse que je connaissais et qui me dit, voilà, il y a une conférence de presse du ministre de l'Intérieur, Cazeneuve, et du maire, Christian Estrosi. Et là, pareil, deuxième scène complètement surnaturelle sur la place Masséna qui ressemble, pour ceux qui la connaissent, à un village Potemkin. C'est vraiment un truc, on dirait du carton-pâte, tout est parfait. Et on se retrouve à 3h, 3h30 du mat dans une conférence de presse où Cazeneuve, à son habitude, est hyper flegmatique, hyper factuel. Et on a à côté Estrosi qui est totalement liquéfié, les cheveux en bataille, le visage défait. C'était vraiment une conférence de presse hallucinante où on nous expliquait que, oui, qu'il y avait en effet, on confirmait, plus de 80 morts, 20 urgences absolues, des enfants. Un truc vraiment surnaturel. Et voilà, et après il a fallu tenir évidemment toute la nuit, toute la journée qui a suivi, trouver des témoignages et essayer de raconter au mieux cette soirée qui a marqué l'histoire, quoi. Mes témoignages, en fait, ils ont été hyper durs parce qu'on est rentré en contact avec des gens qui ne savaient pas encore
qu'ils avaient perdu des proches. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on était à côté du centre universitaire qui avait été aménagé en centre d'aide psychologique, un petit peu de fortune. Et en fait, on voyait arriver des gens à 4h, 5h, 6h du matin, soit des familles de touristes qui vivaient dans la région, soit des Niçois qui se réveillaient à 6h, 7h et qui apprenaient la catastrophe et qui se disaient tiens, mon fils, mon gendre, mon oncle sont allés au feu et qui arrivaient comme des fous aux abords de ce centre méditerranéen en donnant des noms, en disant est-ce qu'il est là, pas là, est-ce que recherchez dans les listes, regardez. Et les gens étaient paniqués, on voyait une détresse dingue dans leurs yeux. Et puis surtout, on les voyait se fissurer quand on leur confirmait que oui, ils avaient perdu quelqu'un, ou qu'en tout cas, la personne n'avait pas été retrouvée tout de suite et qu'il y avait le doute. Et c'était un enchaînement de scènes absolument terribles. Surtout la vision d'une femme, pareil, qui s'est levée tôt et qui a découvert que son compagnon était décédé. En fait, il était mort en sautant sur la plage, les plages qui longent la promenade des Anglais. Il s'était fracassé en tombant et en fait... Elle a couru alors qu'elle n'avait pas le droit, elle a traversé les corps, les draps, c'était une image surnaturelle. Et pourtant derrière c'était sublime. Le soleil se levait sur la baie, il y avait un contraste absolument dingue entre la beauté du paysage et la dramaturgie de ce qu'on voyait. C'était assez surprenant comme sensation. Ça a été assez dur de faire le travail parce qu'on n'avait pas les réseaux policiers, on n'avait pas les informateurs, on n'avait pas les contacts des attachés de presse de toutes les autorités du coin. Et puis on connaissait personne personnellement qui était sur place, donc il a fallu gratter à droite à gauche. On a été aidé évidemment par des confrères, dans ces cas-là il n'y a plus de concurrence. Il y a eu une confraternité, une vraie confraternité, et puis évidemment il y avait des images qu'on se refusait de montrer. Des corps évidemment qui n'étaient pas recouverts, mais ne serait-ce qu'un pied ou un bras qui sortait d'un drap. Moi, en termes de témoignage, je me refusais d'aller moi-même au devant de gens qui venaient d'apprendre il y a quelques minutes seulement, qui venaient de perdre quelqu'un. Après, comme dans tous les faits divers, il y a des gens qui ont envie de parler, puis d'autres qui n'ont pas du tout envie. Là, en l'occurrence, on est tombé sur 3-4 personnes au cours des 24-36 heures qu'on a passées sur place qui avaient vraiment envie de parler, qui avaient besoin de raconter leur histoire ou même de lancer des appels à témoins. Je me rappelle d'un monsieur qui avait perdu son gamin de 4 ans, ça a duré des jours et des jours. C'est évidemment pas un moment agréable journalistiquement, mais ça fait partie du boulot, il faut essayer de le raconter au plus proche de la vérité. Et puis après, tout s'est enchaîné très vite sur l'enquête, sur la personnalité de Mohamed Laouache Boulel. On essayait de gratter aussi, de savoir d'où venait ce type et où est-ce qu'il y avait eu des failles. Parce que malheureusement, quand il y a un drame comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché avant. Et d'ailleurs, depuis les attentats de Nice, beaucoup de choses ont changé. Ne serait-ce que sur la sécurisation de ces grands événements. Tous les grands blocs de béton qu'on voit maintenant à l'entrée de tous les grands événements, c'est parti de là en fait. On est resté 3 jours, je crois, sur place. Et en fait, entre le moment où on est parti et le moment où on a fermé l'œil, difficilement, pour la première fois, il s'est passé plus de 24 heures. C'est compliqué de rester lucide, d'être à la hauteur de l'événement et puis en même temps d'ingurgiter tout ce qu'on voyait, tous les témoignages qu'on prenait dans la tête. C'est malheureusement une soirée qui restera gravée dans toutes les têtes. Alors nous c'est rien comparé aux proches de victimes, aux victimes évidemment, et puis à tous les sauveteurs, à tous les policiers, à tous les pompiers. Moi, tous ceux que je connais qui étaient sur place me disent que c'était sans doute la pire nuit de leur vie. Et je sais que l'année d'après où j'y suis retourné, parce qu'on m'avait envoyé en reportage pour faire les 1 an entre guillemets de ce drame, je sais que j'avais beaucoup plus impacté que la période même où on y était sur place évidemment, parce que tout ça avait un peu infusé entre guillemets en moi et que moi-même personnellement ça racontait ma vie, mais j'étais papa depuis et que évidemment ces images d'enfants sous des draps c'est des choses qui restent quoi.